Donc, le but de cette première présentation de trois, on prévoit présenter peut-être trois présentations sur l'étude actuelle, là, sur l'état de santé des sols agricoles. Le but de cette première présentation est de vous présenter le cadre général de l'étude, le protocole, ainsi que des résultats préliminaires que Claude pourra nous présenter sur l'érosion des sols. Donc, grosso modo, on va commencer avec par présenter l'équipe de réalisation qui est quand même assez large. On a des chercheurs impliqués. Moi-même, Claude Bernard et d'autres chercheurs à l'IRDA, Richard Roch, Carl Boivin, Aubert Michaud, Christine Landry, Caroline Côté, et une équipe de pédologues qui a été impliquée sur le terrain, Catherine Bossé, Lucie Grenon, Michael Leblanc, assistés de Rachel Fecteau et Pierre-Luc Lemire comme techniciens en pédologie, et des professionnels de recherche associés au projet aussi, Marie-Ève Tremblay, Francis Allard, Gaétan Martinelli, Mohamed Niang, Ariane Drouin. Donc, en plus de ce monde-là employé à l'IRDA, il y a tout un monde à l'extérieur qui a été employé pour faire l'échantillonnage sur le terrain. Donc, 22 équipes qui ont été formées et à l'œuvre à travers le Québec en 2018 et 2019 pour réaliser l'étude. Donc, dans le plan de travail, j'aimerais vous présenter un peu le contexte de l'étude, le protocole général de l'étude, les choix des séries de sol, la façon qu'on a choisi les sites ou les champs, vous présenter quelques résultats préliminaires à travers ça et essayer de vous présenter aussi quelques autres études qui sont reliées à la présente étude pour finalement vous présenter en conclusion un peu les résultats attendus, à quel moment on va pouvoir discuter de résultats de cette étude-là. Le contexte de l'étude, je voulais d'abord présenter le fait que le MAPAC était très sensible au départ, c'est le MAPAC qui finance cette étude-là, était très sensible au fait qu'il y a plusieurs intervenants de divers milieux agricoles, urbains et gouvernements qui se questionnent sur l'état de santé des sols agricoles depuis quelques années déjà. Et on a vu aussi depuis un certain temps plusieurs événements se créer autour de ça, le colloque santé des sols, la caravane santé des sols qui œuvrait sur le terrain, les symposiums sur les sols vivants, ainsi qu'un paquet d'autres événements qui se sont joints pour un peu mettre l'emphase sur l'importance de la santé des sols et en lien avec aussi les pratiques agricoles qu'on y fait. Aussi, en lien avec le contexte de l'étude, on est peut-être une des rares provinces à avoir une étude de ce genre. Et puis, on a d'ailleurs eu une étude de ce genre en 90 qui a été publiée par Marton Tabi et ses collaborateurs à l'époque au service des sols au MAPAC. Donc, ça faisait plus de 30 ans qu'on avait on avait eu un premier inventaire là-dessus. Le MAPAC voulait voir un peu comment les choses avaient évolué depuis ce temps-là. Donc, il y avait eu 12 rapports publiés dans chaque région, pour chaque région administrative, avec une envergure des problèmes de dégradation qui pouvaient être qu'on a pu grader en fonction des différents problèmes mesurés. L'étude à l'époque s'est faite sur 164 séries de sols. On avait échantillonné plus de 970 champs. On avait échantillonné soit des champs en monoculture de maïs, de céréales, de pommes de terre, donc des monocultures où la culture était là depuis 3, 4, 5 années. Et on comparait les résultats avec des sols sous prairies, qui étaient des sols témoins, finalement, des prairies qui étaient là établis aussi là, depuis 2, 3 années. Grosso modo, on a mesuré beaucoup de propriétés physiques, des propriétés chimiques, et ce qui a permis de faire des comparaisons, des analyses statistiques sur l'état des sols sous monoculture de céréales dans différentes couches, différents horizons, des fois de 2 à 3 couches, de 2 à 3 horizons qui ont été qualifiés, analysés. Donc, on peut comparer des analyses physiques et des analyses chimiques ou de chimie fertilité plus communément mesurées, aussi des éléments traces métalliques qui ont été mesurés. Ça nous a permis de dresser des bilans ici, comme pour la série de sol Sainte-Rosalie en phase argile lourde. Ça nous a permis de dresser un bilan sur son état de santé général ou ses problèmes de dégradation. Et grosso modo, les problèmes de dégradation ou les états qu'on a tenté de mesurer étaient la détérioration de la structure, la surfertilisation, la diminution de la matière organique, l'acidification, le compactage, la pollution par les métaux, l'érosion hydrique et l'érosion éolienne. Finalement, ces deux dernières-là ont été estimées plus par modélisation que par mesure directe, comme on a pu le faire cette fois-ci, que Claude Bernard, tantôt, va pouvoir nous présenter. Là.
Donc, cet inventaire-là nous a permis aux chercheurs et aux pédologues à dresser différentes recommandations sur les différents problèmes en fonction de l'occurrence de ces différents problèmes-là dans les différentes régions et d'un peu pondérer ces problèmes-là selon l'importance des superficies cultivées sous les différentes séries de sols. Au final, les objectifs de l'ESSAC, de la présente étude, sont en gros en bonne partie calqués sur ceux de l'inventaire de 90 et vont un peu au-delà de ça. Parce que oui, on veut obtenir des données quantitatives sur des propriétés physiques, chimie, fertilité, biologique et la productivité sur des différents groupes de séries de sols. On veut maintenant comparer l'évolution de la santé des sols depuis 30 ans, donc voir comment les sols, ces différentes séries de sols ont évolué. Et ce qu'on rajoute cette fois-ci, c'est au lieu d'avoir systématiquement ciblé des monocultures de maïs ou de céréales, comme c'était une pratique plus courante à l'époque, maintenant, on a fait une enquête sur les pratiques des producteurs des 5 dernières années, des pratiques plus importantes au-delà de ça, pour voir un peu en quoi sont liées les pratiques des producteurs, les pratiques agricoles sur l'état de santé des sols. Finalement, on veut aussi voir des liens qu'il y a entre la santé des sols et la productivité des cultures qu'on aura mesurées durant l'année d'échantillonnage. On veut faire aussi des recommandations au MAPAC sur les différentes stratégies d'intervention qui vont être ciblées ou évaluées selon les problèmes mesurés et selon les types de sols évalués. Et prévoir aussi dans le futur, avec cet présent exercice-là, voir comment on va s'assurer d'un suivi dans le temps de l'état de santé des sols pour permettre de voir ou de sonner certaines sonnettes d'alarme lorsque c'est le temps pour certains cas problématiques. Voir comment est-ce qu'on refait l'exercice si on le fait avant les 30 prochaines années. Là. Donc, le protocole général de l'étude, ce qui est l'essentiel de ma présentation ici, on va parler du choix des séries de sols fait par les pédologues et par le MAPAC, la sélection des sites, les méthodes d'échantillonnage et de caractérisation des profils de sol. Et puis, on va parler des indicateurs choisis pour évaluer l'état des sols qu'on a retenus et qu'on va pouvoir aussi élaborer au cours de l'analyse des résultats. Donc, on a retenu, comparativement à l'étude antérieure, 71 séries de sols. L'étude antérieure avait ciblé 168 séries de sols, avait peut-être un budget plus important pour l'époque. Mais on a retenu donc quand même les principales séries de sols cultivées, les 71, qu'on a regroupées en 25 groupes. Cet exercice-là a été réalisé par le MAPAC au départ et a été validé par l'équipe pédologique de l'IRDA, qui était, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, constituée de Lucie Grenon, Michael Leblanc et Catherine Bossé, pour revoir un peu les séries de sols choisies selon leur importance et leur distribution là, sur les différentes régions pédologiques du Québec et selon les matériaux parentaux sur lesquels elles sont basées. Donc, on a des matériaux présentés pour les matériaux parentaux. Pour le rappeler, on a des matériaux argileux, des matériaux laumeux, des matériaux sableux à squelettiques. On a des sols glaciaires ou des tiles. On a finalement des sols organiques. Ça, c'est une petite différence de l'étude antérieure. On a couvert cette fois-ci dans la plaine de Montréal 3 séries de sols en sol organique. Sinon, bien, vous voyez grosso modo les 27 séries de sols qui sont visées par la présente étude. Les 25 groupes de séries de sols qui vont de la plaine de Montréal jusqu'à l'Abitibi, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Donc, 71 séries de sols qu'on a échantillonnées sur 6 sites par série. 4 étant cultivés et 2 étant en conditions témoins. On va revenir plus tard sur les conditions des sols témoins. Ce qui nous faisait à peu près 426 sites ou champs à identifier sur le territoire pour établir notre échantillonnage et nos mesures. Les sites témoins étaient sur des sites, des sols qui avaient déjà été cultivés, mais qu'on voulait retrouver une bonne qualité physique. Donc, on visait essentiellement des sites sous plantes pérennes, arbustives ou herbacées. On ne voulait pas des zones de rebut. C'est sûr qu'on voulait des zones idéalement qui ressemblent à des sites qui ont été cultivés, qui peuvent être cultivés. Donc, essentiellement, c'était des sols qui étaient soit retournés en friche, en boisé, des haies brise-vent, des prairies ou des pâturages qui avaient des bonnes conditions physiques
des anciennes pépinières, des bords de clôture. Donc, on a ici un peu la distribution. Là, on voit que 25 des sites étaient sous friche, 22 sous haie en brise-vent, etc., en descendant. Donc, Claude va revenir un peu aussi sous l'effet des friches, dépendamment de l'effet des sols témoins, là, des types de sols témoins selon les conditions ou les états de sol qu'on veut mesurer. Donc, l'équipe pédologique a principalement œuvré de 2017 à 2019 sur le territoire, a couvert les différentes séries de sols dans les différentes conditions. Donc, s'assurait d'identifier les bonnes séries de sols sur les champs choisis parmi les producteurs participants qui ont accepté de réaliser tout l'ensemble de l'étude. Les équipes d'échantillonnage en 2018, elles étaient au nombre de 6. Elles ont couvert 150 sites échantillonnés autour de l'ouest de la Montérégie jusqu'au lac Saint-Jean et au Bas-Saint-Laurent. Tandis qu'en 2018-2019, on a rajouté 12 équipes, on a engagé 12 équipes pour faire les 276 autres sites qui s'étendaient cette fois-ci jusqu'en Abitibi. Donc, on a couvert à peu près 425-426 sites par les équipes d'échantillonnage qui étaient généralement composées de 2 à 5 ou 6 personnes pour réaliser les travaux, qui étaient, somme toute, assez importants pour une équipe de 2 personnes seulement. Chaque équipe devait aller sur le champ et retrouver les 4 points d'échantillonnage qui avaient été ciblés par les pédologues, où la série de sol avait été validée. Donc, avec des GPS qui étaient précis à 60 cm de résolution, on était en mesure de géolocaliser très précisément l'endroit où on a fait l'échantillonnage, où on a caractérisé les profils de sol. Donc, les horizons à échantillonner étaient au nombre de 3 ou 2, dépendamment de la profondeur du AP. On a voulu scinder ou caractériser davantage l'état du AP, qui est l'horizon perturbé par les activités humaines, je le rappelle. Donc, on l'a séparé en deux. On a principalement échantillonné le AP1, la surface là, de 0 à 10 cm principalement. Généralement, l'AP1 peut avoir de 8 à 12 cm. On a statué à 10 cm. Donc, on échantillonnait de 0 à 10 cm le AP1 et le AP2, on l'échantillonnait selon la profondeur de l'horizon AP où il finissait, dépendamment. S'il finissait à moins de 17 cm, on ne considérait pas l'horizon AP2. Mais lorsque l'horizon AP avait entre 17 et 30 cm, on l'échantillonnait de 10 à 25 cm. Et si l'horizon AP avait plus de 30 cm, on l'échantillonnait à partir de 15 cm jusqu'à 30 cm. Là, finalement, on a aussi échantillonné l'horizon B dans ses débuts. Dans l'horizon B, dépendamment de la profondeur du AP, on l'échantillonnait de son début jusqu'à 15 cm plus profond. Donc, on a ces 3 horizons-là sous la loupe. Chaque horizon, à chaque point d'échantillonnage ou à chaque profil, on caractérisait la condition à la surface du sol au niveau de sa pente, la végétation, l'état de surface. On a également fait un examen visuel du profil, regarder les couches compactes, regarder la présence de gravier, noter sa présence en pourcentage de volume, présence de marbrure. Et finalement, on a caractérisé de façon plus approfondie l'état de la structure avec des caractéristiques pédomorphologiques qu'on utilise généralement en pédologie. Soit au niveau de la structure, on a identifié la classe, le type, le grade de la structure. On a qualifié un peu la porosité, la consistance. Et finalement, on a utilisé le système là, d'évaluation visuelle de la structure du sol, qui est une mesure de plus en plus utilisée à l'échelle internationale pour qualifier un peu la structure du sol. Au final, aussi, on a pris des photos ou des images des agrégats, des sols désagrégés un peu à la surface sur des choroplastes avec un color chart pour des travaux futurs. Donc, sur chaque point, à chaque endroit aussi, à chaque point d'échantillonnage, sur les 3 horizons qu'on qualifiait, on a pris des sols en vrac, on a pris à 3 profondeurs, à 2 ou 3 profondeurs. On a pris aussi une mode de sol pour qualifier la stabilité des agrégats à la surface du sol, de 0 à 10 cm. On a pris des cylindres de sol aussi aux mêmes 2 ou 3 profondeurs pour évaluer la masse volumique et la macroporosité des sols. On a pris aussi une sonde, un échantillon de jusqu'à 55 cm de profondeur avec une sonde, un échantillon, un volume de sol connu pour faire un inventaire du césium que Claude Bernard va nous
présenté tout à l'heure. Et on a pris aussi des mesures d'infiltration avec le perméamètre de Guelph à 15 cm et 40 cm de profondeur exactement. Donc, sur les 71 séries de sols, donc on avait 426 sites, 426 champs qui ont été qualifiés ou mesurés. On a à l'intérieur de ça 4 points d'échantillonnage qui nous fait 1704 profils ou points d'échantillonnage. Avec les 2 ou 3 horizons échantillonnés par point, on a un peu plus que 4500 horizons qui sont qualifiés ou quantifiés. À ça, on a des mesures de rendement qui ont été prises sur chaque point d'échantillonnage. Bien sûr, c'est dépendamment de la culture qui était en place. On a une très grande variété de cultures, mais on a pris essentiellement les grandes cultures, maïs, céréales, soya, ainsi que quelques mesures dans les pommes de terre, dans les prairies. Donc, on a une diversité de rendements, mais on va vouloir regarder les rendements relatifs, en quoi ils sont reliés ou comment les rendements évoluent en fonction des différentes conditions de l'état de santé du sol. Donc, on a aussi des mesures, l'enquête auprès des producteurs qui nous permettent de documenter les pratiques agricoles sur les 426 sites qui sont rapportés. Dans les paramètres mesurés dans le sol, en noir, à droite, je vous rapporte un peu ce qui a été mesuré dans l'inventaire de 90 et en orange, c'est les nouvelles mesures qui sont rajoutées par rapport au nouvel inventaire, à la nouvelle étude. Donc, on a prévu mesurer pas seulement l'évolution de la matière organique par sa teneur, mais aussi les stocks de carbone en utilisant la masse volumique apparente. On a des mesures de teneur en carbone actif ou oxydable au permanganate de potassium, des teneurs en azote potentiellement minéralisables et aussi la respiration en CO2 dégagée à 3 et 14 jours, des variations de teneur en césium pour mesurer l'érosion. La macroporosité, stabilité structurale était déjà à l'étude en 90. On a rajouté l'évaluation visuelle, la structure des sols, l'imagerie des agrégats, les caractéristiques pédomorphologiques, pardon, l'erreur ici, pour évaluer éventuellement un peu l'état de la structure. Pour mesurer le niveau de compaction dans les sols, on a des profils de cylindres, de masse volumique apparente, des mesures d'infiltration. On regarde un peu la conductivité hydraulique, la circulation de l'eau dans le sol. Et finalement, pour les sols organiques, les 3 séries de sols à l'étude, on a aussi pris des relevés d'élévation des sols pour voir dans le temps l'affaissement des sols organiques. Et on a plusieurs autres paramètres qui vont permettre de qualifier plus précisément aussi l'état des sols organiques. Pour les indicateurs chimiques ou fertilité et chimie des sols, c'est un peu les mêmes qui étaient prévus qu'à l'époque et ce que les producteurs mesurent aussi au champ habituellement. Donc, suite à ça, je vais donner la parole à Claude pour présenter un peu ces relevés au césium et puis la technique et des résultats préliminaires sur le sujet. Alors, merci Marc-Olivier. Bonjour tout le monde. Alors, comme Marc-Olivier vient de le mentionner, dans le cadre de l'ESSAC, la mesure de la sévérité de l'érosion subie par les sols est déterminée par la mesure de la redistribution spatiale du césium-137. Alors voilà. Alors, dans les quelques minutes là, qui me sont imparties, je vais vous parler un petit peu du césium-137 puis son utilisation comme marqueur d'érosion. Puis ensuite, je vous présenterai les résultats préliminaires qu'on obtient dans le cadre de l'ESSAC. Alors, le césium-137, c'est un radioisotope d'origine anthropique. C'est donc dire qu'on ne le retrouve pas naturellement dans la nature. Il a été créé essentiellement lors des essais de bombes atomiques qui ont eu lieu en haute atmosphère dans les années, à partir du milieu des années 50 jusqu'en 1963. Donc, comme ces essais-là avaient lieu en haute atmosphère, le césium a circulé globalement autour du globe et est retombé au sol avec les précipitations. Sur le graphique, on peut voir les émissions, les retombées de césium, c'est-à-dire au sol, tels qu'ils ont été enregistrés dans plusieurs stations autour du globe. Puis on peut voir qu'on a un premier pic vers 1957-58 et un pic vraiment immense en 1963. Et après, on a une diminution très rapide pour la raison qu'en 1963, il y a eu un traité bannissant les essais atomiques en haute atmosphère. Donc, suite à ce traité, les retombées ont diminué très rapidement.
Ça veut dire aussi qu'on peut considérer le marquage des sols par le césium-137 comme étant pratiquement ponctuel en 1963. Une deuxième source de césium-137 et d'autres radioisotopes, ça a été des accidents survenus dans des centrales nucléaires. Donc, on pense à Tchernobyl en Ukraine, qui est survenu en 1986, et à Fukushima au Japon, qui est survenu en 2011. Donc, on peut voir sur le graphique que ces deux accidents-là ont relâché des quantités importantes de césium. Par contre, ce relâchement-là s'est fait au niveau du sol et non pas en haute atmosphère, si bien que la circulation des radioisotopes relâchés lors de ces deux accidents-là a été locale ou régionale. Au Québec, là, des retombées de Tchernobyl, on a eu quelques poussières et de Fukushima, on n'en a pas eu essentiellement. Donc, on peut dire que nos sols ont été marqués par le césium-137 à compter de 1963. La diapo ici indique, comme je l'ai mentionné, le césium est retombé au sol avec les précipitations. Donc, on voit l'illustration de ça. Ici, on a recueilli des niveaux de retombées de césium-137 ainsi que les précipitations annuelles moyennes pour plusieurs stations en Amérique du Nord, des stations où les précipitations variaient de 350 mm par année à plus de 1250 par année. Et on peut voir donc qu'on a une très forte corrélation entre les deux, particulièrement dans la zone qui nous intéresse au Québec, où nos précipitations, grosso modo, sont entre 900 et 1200 mm par année. Donc, pour le SAC, on utilise cette relation-là pour évaluer le niveau des retombées initiales de césium-137. Dans le cadre de l'étude, comme Marc-Olivier l'a dit, on a géoréférencé chacun de nos sites échantillonnés. Alors, ce géoréférencement-là nous a permis de situer nos champs dans un pixel de 2 km de côté pour lesquels les précipitations annuelles moyennes de 1955 à 1990 sont disponibles auprès de Ressources naturelles Canada. Donc, en utilisant ces données de précipitation et la relation illustrée dans le graphique, on a pu évaluer le niveau des retombées, le niveau résiduel des retombées pour chacun des sites étudiés dans le cadre de l'ESSAC. Maintenant, pourquoi on utilise le césium-137 comme indicateur d'érosion? J'ai fait un petit tableau comparatif ici avec les approches conventionnelles, les mesures en parcelles. Alors, les mesures en parcelles sont généralement très exigeantes en termes de ressources, que ce soit de main-d'œuvre, de temps, ressources financières également, parce qu'évidemment, si on veut étudier l'érosion sur plusieurs sols, plusieurs types de pentes, sous différents systèmes culturaux, le nombre de parcelles devient très élevé rapidement. Et ces parcelles-là, il faut les entretenir. Après chaque pluie, il faut aller mesurer le ruissellement que l'orage a généré, prendre des échantillons pour mesurer les teneurs en matière en suspension, pour mesurer l'érosion. Alors qu'avec le césium, un seul échantillonnage de sol est requis pour mesurer l'érosion remontant jusqu'à 1963. Comme je disais, les parcelles nécessitent un entretien régulier. Pour le césium, il n'y a pas vraiment d'entretien. Par contre, ça prend un équipement spécialisé pour la détection, à savoir un spectrographe à rayonnement gamma. Les parcelles, généralement, sont limitées à la fois à l'échelle temporelle et spatiale. Il est rare qu'on puisse suivre une parcelle pendant 25 ans, une parcelle d'érosion. Et les parcelles, généralement, font quelques dizaines de mètres carrés. Alors qu'avec le césium, on peut travailler de la parcelle jusqu'au bassin versant. Et comme je le mentionnais, l'échelle temporelle couverte couvre plus de 60 ans. Dans les parcelles également, ou même si on mesure la sortie de sol érodé à la lisière d'un champ, on mesure la perte nette de sol, mais la redistribution spatiale du sol à l'intérieur de la parcelle ou à l'intérieur du champ n'est pas documentée. Alors que le césium, lui, moyennant une stratégie d'échantillonnage appropriée, nous permet de mesurer cette redistribution spatiale et de la quantifier. Bon, en parcelle, maintenant, là, évidemment, on a des valeurs réelles. Donc, ce sont des mesures réelles qui sont mesurées. Le césium, c'est une mesure indirecte. On mesure la redistribution spatiale du radioisotope dans le paysage et on interprète ces variations-là en termes de mouvement de sol.
En parcelle également, bon, comme on récolte le sol érodé, on peut faire des mesures sur ce sol-là. On peut mesurer sa granulométrie, sa teneur en carbone, en phosphore, etc., en pesticides même, alors qu'avec le césium, on ne peut pas faire par contre ce genre de mesures. Le principe d'utilisation du césium, c'est que, principe essentiel, c'est d'abord que le césium, une fois tombé au sol, est fermement retenu par le sol, de sorte que sa redistribution dans l'environnement est essentiellement liée au mouvement de sol. Alors, cette hypothèse de base-là a été validée à plusieurs reprises par plusieurs auteurs un peu partout dans le monde, donc on peut s'y fier. Maintenant, la façon dont on utilise le radioisotope, c'est que lorsqu'il y a, c'est-à-dire d'abord dans un site qui ne subit ni érosion ni redéposition de sol, le niveau de césium qu'on va retrouver est celui qui correspond à la valeur résiduelle des retombées. Dans les sites qui ont subi de l'érosion, il y a eu entraînement de sol qui a entraîné avec lui du césium. Alors, la quantité de césium par mètre carré, ce qu'on appelle l'inventaire de césium, dans les sites érodés, va être plus faible que dans les sites où il n'y a eu ni érosion ni redéposition. Et à l'inverse, dans les endroits où il y a eu une redéposition de sol érodé, on a une accumulation de césium qui fait que l'inventaire est beaucoup plus élevé que dans un site n'ayant subi ni perte de sol ni redéposition. Donc, essentiellement, c'est la comparaison des inventaires, la variation d'inventaire de césium par rapport aux retombées initiales qui nous indique l'intensité de l'érosion. Et ces variations-là sont traduites en mouvement de sol par des modèles mathématiques appropriés. Donc, je vais vous présenter là, quelques résultats qu'on a obtenus. Il s'agit on a 135 des 426 sites pour lesquels on a toutes les données pour compléter l'exercice avec le césium-137. Donc, dans un premier temps, comme je vous ai mentionné, les retombées de césium pour les 135 sites, suivant la localisation de ces sites-là et la relation précipitation annuelle retombée, on peut estimer que les retombées de césium ont varié entre 1379 et 2049 becquerels par mètre carré, pour une moyenne de 1662. Lors des échantillonnages et des analyses, on a obtenu des valeurs de césium qui variaient d'aussi peu que 258 becquerels par mètre carré, ce qui indique une très forte érosion, puis allant jusqu'à 2795 becquerels par mètre carré, ce qui indique une redéposition de sol pour une moyenne de 1320. Donc, vous voyez que la moyenne d'inventaire dans les sites étudiés est inférieure à la valeur des retombées. Donc, tout ça se traduit par des mouvements de sol estimés à l'aide de la redistribution du césium qui varie d'une perte de 45 tonnes à l'hectare à l'année, ce qui est énorme. Puis évidemment, il faudra investiguer les raisons qui pourraient expliquer une aussi forte perte de sol, jusqu'à une redéposition nette de 9 tonnes à l'hectare pour une érosion moyenne, un taux moyen de mouvement de sol qui correspond à une perte de sol de 5 tonnes par hectare par année. Donc, on a des sites où on a eu une érosion nette, d'autres où on a eu une accumulation nette de sol. Sur les 135 sites, il y a 105 sites où on conclut à une perte nette de sol et cette perte nette est en moyenne de 7,6 tonnes à l'hectare. Et pour les 30 sites sur les 135 premiers sites étudiés pour lesquels on conclut à une redéposition nette de sol, on conclut à une redéposition de 3,5 tonnes à l'hectare à l'année. Les sites témoins, je veux juste redire un mot. Marc-Olivier a expliqué comment les sites témoins ont été choisis. Ces sites-là conviennent très bien pour l'ensemble des propriétés physico-chimiques qui sont mesurées dans le cadre de l'inventaire. Par contre, pour ce qui est du césium, je vous rappelle que le césium nous donne l'érosion, ou en tout cas les mouvements de sol cumulés depuis plus de 60 ans. Donc, il n'y a rien qui, malgré que les sites choisis aient été au repos depuis 5, 7, 8 ans,
il n'y a rien qui nous indique ce qui s'est passé dans ces sites-là il y a 40 ou 50 ans. Donc, on avait une impression a priori que peut-être la définition des sites témoins ne collerait pas pour les mesures d'érosion. Alors, c'est ce que nous ont confirmé les analyses. Sur les 135 premiers sites, il y en a 42 qui étaient qualifiés de témoins. Et voici les résultats qu'on a obtenus. Donc, pour ces sites-là, on a obtenu finalement une perte moyenne de sol de 4 tonnes, un peu plus de 4 tonnes à l'hectare par année. Et vous pouvez voir que le mouvement de sol net varie énormément avec l'usage du sol. Donc, sur les bords de clôture, on a enregistré des pertes de plus de 8 tonnes à l'hectare. On avait des champs de céréales qui étaient en semi-direct depuis plusieurs années. Mais bon, une vingtaine d'années, mais on ne sait pas ce qui s'est passé il y a, comme je disais, il y a 30, 40, 50 ans. Donc, dans ceux ou ces champs-là, on a obtenu une perte moyenne de 6 tonnes à l'hectare. Dans les friches, on mesure une perte nette de 5 tonnes, de 3 tonnes et demie dans les pâturages, pépinières et prairies, environ 2 tonnes. Et les vergers, là, on conclurait une accumulation nette d'une demi-tonne, ce qui est sans doute là, statistiquement non différent de zéro. Donc, notre appréhension là, à l'effet, donc que les sites témoins tels que définis ne marcheraient pas vraiment avec la technique du césium s'avère fondée. Et c'est la raison pour laquelle, parce que ces sites témoins-là devaient permettre d'évaluer le niveau résiduel des retombées de césium. Donc, c'est la raison pour laquelle on procède par la relation précipitation-retombée que je vous ai présentée précédemment. On voit ici dans le graphique du haut, hein, c'est la fréquence de distribution des différents taux de mouvement de sol mesurés pour les 135 sites pour les témoins versus les sols cultivés. Puis on voit qu'il n'y a aucune différence. Alors, ce qui n'est pas normal, puisque comme vous pouvez voir dans le graphique en bas, pour une étude qui avait été réalisée à l'île d'Orléans, les champs qui étaient, on avait comparé là, les champs provenant de fermes laitières, donc avec des rotations longues, avec herbage, aux champs de fermes horticoles. Et on voit que les deux distributions sont décalées. Les champs à vocation horticole comportent plus souvent de hauts taux d'érosion et les champs en production laitière comportent plus souvent de bas taux d'érosion et plus souvent des taux de redéposition de sol. On a obtenu une perte moyenne de 5 tonnes et demie à l'hectare. Donc, on a voulu voir a priori s'il y avait certains paramètres qui pouvaient influencer cette perte-là. Donc, on a d'abord examiné la texture générale du sol. Donc, on a fait 3 classes. Donc, les sols légers, qui étaient des sols sableux, des sols squelettiques. On avait des sols à texture lourde, des sols loameux et argileux, et des sols dérivés de till glaciaire. Donc, on a obtenu les plus fortes pertes de sol, on les a obtenues pour les sols développés sur till glaciaire, avec 8 tonnes à l'hectare. Les sols sableux squelettiques indiquent une perte de sol moyenne de 7 tonnes hectare, alors que sur les sols lourds, la perte moyenne est de 2 tonnes et demie à l'hectare. Bon, il faut comprendre hein, que c'est 93 sites, puis que ces relations-là vont être appelées à être réévaluées lorsqu'on aura les données pour l'ensemble des sites de l'étude. On a regardé aussi pour les sites cultivés toujours l'effet de la pente. Donc là, sans grande surprise, on s'aperçoit que plus l'inclinaison de la pente augmente, plus la perte de sol augmente. Bon, évidemment, ici, on a considéré que la pente en faisant abstraction de la texture de sol, de l'occupation du sol, tout comme dans la diapo précédente, les 3 classes de pente pouvaient regrouper différentes classes de pente. Donc, pour les résultats qu'on a à date, bon, je rappelle, 132 sites, ça correspond à peu près au tiers des sites étudiés dans le cadre de l'ESSAC. On a des mouvements de sol qui sont malgré tout réalistes avec une moyenne une perte de 5 tonnes hectare par année. 5 tonnes hectare, je vous rappelle hein, que ça correspond à moins d'un demi-millimètre de sol enlevé sur un hectare. Donc, c'est pas... des fois, le chiffre fait peur, mais ça correspond à un enlèvement là, qui est presque pas perceptible s'il est à la grandeur du champ.
Bon, les sites témoins, comme je l'ai mentionné, tels que définis par l'ESSAC, conviennent très bien pour l'ensemble des propriétés physico-chimiques, mais pas pour les mesures de césium. Dans les 135 analyses qu'on a fait, on voit un effet de texture du sol sur la perte de sol. Les sols lourds ont perdu moins de sol que les sols légers et moins que les tiles. L'effet topographie, la perte augmente avec la pente. Et donc, pour le futur, il nous reste à finaliser l'analyse des 425 sites ou 426, puis à aller voir de façon un peu plus, à scruter d'un peu plus près l'effet de différents facteurs et les interactions entre ces facteurs-là sur les pertes de sol. Je vais très, très rapidement parler d'un projet en 2 minutes qui porte sur l'érosion des sols organiques à vocation horticole. Donc, les sols horticoles du sud-ouest du Québec représentent 35 de la production maraîchère du Québec, mais 50 du chiffre d'affaires en production maraîchère. Or, on a mesuré sur ces sols-là des pertes de matériel là, qui vont de 0,3 à 4 cm par année. Et on estimait que 50 de cette perte-là provenait de l'oxydation microbienne du sol suite au drainage et à la mise en culture, puis 50 de l'érosion hydrique et éolienne, mais on ne connaît pas l'importance relative des deux types d'érosion. Donc, à ce rythme-là, on considère que ces sols-là pourraient être mis hors production dans un horizon de 30 à 70 ans. Donc, on a entrepris un projet qui fonctionne exactement comme l'ESSAC, échantillonnage de champs, etc. On a 28 champs qui sont échantillonnés. Donc, pour le césium 137, donc avec ces mesures-là, on va pouvoir estimer les pertes de sol cumulées depuis 1963. On va comparer ces mesures-là avec des mesures contemporaines d'érosion éolienne et d'érosion hydrique. Donc, on espère pouvoir faire la distinction un peu entre l'érosion éolienne et l'érosion hydrique comme agent érosif. Et évidemment, ce projet-là est en complémentarité avec l'ESSAC puisque ça va ajouter des sites sous sol organique à l'étude. C'est également complémentaire à une chaire de recherche à l'Université Laval sous la direction du professeur Jean Caron qui vise la conservation des sols organiques. Alors, un simple mot pour dire que ces projets-là sont supportés grâce à un appui financier du MAPAC, puis appui financier qui provient de l'accord Canada-Québec de mise en œuvre du partenariat canadien pour l'agriculture. Alors, voilà pour ma partie. Puis, Marc-Olivier, je te recède la parole. Bon, merci. Merci, Claude, pour cette belle présentation. Donc, vous devriez voir apparaître mon écran. C'est bien le cas. Donc, je voulais revenir un peu sur quelques résultats préliminaires, là, spécifiquement liés à l'évaluation visuelle à la structure du sol qu'on a fait en plus dans ce projet-là, comme les images qu'on a prélevées, les images de sol et les caractéristiques pédomorphologiques qui ont été mesurées. Donc, si vous voyez mon écran, je vais passer. Donc, l'évaluation visuelle de la structure du sol, c'est une mesure qui est prise à différents endroits à l'international, qui a été développée en Angleterre, repris au Brésil, en Suisse. Il y a même une application mobile déjà disponible en Suisse qui nous permet d'évaluer sur une échelle de 1 à 5 un peu la qualité de la structure des différents horizons basés sur différents critères. On l'a évalué dans le cadre de notre inventaire de l'étude de l'état de santé des sols. Et puis, on a des résultats qui se présentent de la façon suivante. On a ici les 3 horizons AP1, AP2 et B. Donc, ce qui est friable, SQ1, une meilleure qualité structurale que ce qui est en rouge, des horizons très compacts. On en a très peu, des horizons très, très compacts, là. Mais on a des valeurs intermédiaires. Donc, à la surface, on voit que généralement, les horizons sont plus friables. C'est normal. Il y a des fois souvent eu un travail léger du sol en surface au printemps lorsqu'on a échantillonné. Donc, ça suit une certaine logique. Les horizons, mais des fois, l'horizon AP2 est un petit peu moins bien structuré que l'AP1 et le B, dépendamment là, des classes. On voit aussi une différence là, des sols témoins là, sous l'effet des cultures, des graminées pérennes
En général, l'horizon est quand même mieux structuré dans les sites témoins que dans les sites cultivés. Donc, ça nous réconforte de voir un peu ces résultats de cette façon-là. Et puis, lorsqu'on compare, ça nous permettra aussi de comparer les différents horizons sous les sites cultivés, les sites témoins. On voit que sous le mât racinaire des cultures, des graminées pérennes, on a une structure plus intéressante généralement que dans le sol cultivé. Et même jusque dans l'horizon B, en général, on a une meilleure structure dans ces sols-là, les sols témoins, que dans les sols cultivés. Donc, il faut rappeler que tous ces états-là, ces mesures-là vont être comparées davantage au niveau des groupes de séries de sol, des groupes qui sont de 2 à 3 séries de sol. Donc, on va refaire l'exercice pour chaque groupe de séries de sol sur lesquels on veut parler des sols laumeux dans la plaine de Montréal ou des tilles dans les Appalaches, dans certaines régions. Donc, des groupes de sols, on va les spécifiquement regarder comment ils sont influencés au niveau des horizons et selon qu'ils soient cultivés ou des sites témoins, on va les comparer aux sites témoins pour un peu donner un aperçu de l'état de ces grands groupes ces groupes de sols, ces groupes de séries de sols-là. Donc, les enquêtes sont pratiquement terminées auprès des producteurs. Les analyses de sol au laboratoire sont également prévues se terminer très prochainement en septembre 2021. Donc, on aura l'ensemble des analyses de sol, ce qui nous permettra de faire l'analyse et l'interprétation des résultats au cours de l'année 2021 pour se terminer et remettre les rapports finaux en 2022. Mais d'ici ce temps-là, on va avoir quand même présenté certains de ces résultats dans les prochains webinaires prévus. Donc, je vous invite à suivre les webinaires sur le sujet. Et je voulais aussi mentionner qu'on a quand même des projets qui sont reliés ou qui font suite à l'étude présente. On a un projet qui consiste à avoir la réponse aux engrais, la réponse des cultures à l'application d'engrais comme indicateur de la santé des sols. Certains prévoit l'utilité de mettre en place des parcelles sans engrais chez les producteurs pour que le producteur puisse voir s'il y a une réponse ou pas, voir en quoi ça pourrait être lié à la santé des sols, à quels paramètres de la santé des sols. Donc, on va reprendre sur les différents sites de l'ESSAC, au niveau des 4 points d'échantillonnage, on a mis en place des parcelles avec les producteurs, des parcelles qui répondent des cultures qui répondent à la fertilisation azotée, soit la prairie, le maïs et les prairies graminées. Donc, on a des parcelles sans apport d'azote et la pleine dose d'azote pour voir sur 3 ans comment ces réponses les réponses des cultures à la fertilisation azotée est liées aux paramètres de santé des sols qu'on aura mesurés les précédentes années. Également, on a dans l'optique de développer des applications mobiles pour les conseillers liées sur l'analyse des images des agrégats qu'on a prélevés durant l'année, durant cette étude-là. Donc, on a ces 4910 images qu'on veut analyser, voir comment une application mobile ou un cellulaire pourrait identifier avec sa photo, pourrait identifier l'état physique du sol. On a un autre projet aussi qui tente de mesurer, de qualifier l'état physique avec les paramètres, les caractères pédomorphologiques que les producteurs, les conseillers, plutôt les pédologues, utilisent généralement, voir comment les conseillers, les producteurs pourraient l'utiliser également lorsqu'on qualifie la structure, la porosité, la consistance du sol. À partir de ces paramètres-là, est-ce qu'on est capable de qualifier l'état structural du sol de façon quantitative? Donc, je vous remercie pour votre attention. Je dois souligner, c'est ça, l'apport de chacun dans ce projet-là. Les équipes d'échantillonnage qui étaient à l'œuvre sur le terrain ont grandement contribué, je crois, au succès des résultats qu'on va pouvoir obtenir de ce projet-là. Donc, je vous cède la parole. Alors, merci beaucoup, M. Gasser et M. Bernard, pour la belle présentation. On a eu beaucoup de questions. Alors, je vais y aller assez rondement si on veut être capable d'en répondre plusieurs. Alors, je vais y aller tout de suite avec la première question. On dit comment vous êtes-vous assuré d'harmoniser le travail de classement fait par les 22 équipes? Éventuellement, c'est les classements des caractères pédomorphologiques, oui, il va y avoir un aspect subjectif relié aux différentes équipes. On va avoir cette information-là.
On va avoir l'image aussi, l'image des agrégats qui a été prise en même temps. On va pouvoir aussi, on va tenter de qualifier un peu là, cette harmonisation-là. Effectivement, il n'y a pas eu de test de double check, là, comme on dit, ou de méthode déployée pour évaluer là, la capacité des. Ça va faire partie un peu du bruit derrière là, ces analyses-là. Merci beaucoup. La prochaine question, quelle est la superficie récoltée pour la prise de rendement? Les rendements étaient faits avec des quadrats d'un mètre carré. Donc, on avait trois quadrats d'un mètre carré sur la surface pour ce qui est des céréales et des prairies. De maïs, on avait des rangs de maïs, trois rangs de 3 mètres. Donc, c'est des petites surfaces, mais qui étaient adaptées à la surface aussi prospectée par les mesures, là, les mesures pour l'échantillon qui est pris en vrac, l'échantillon de sol en vrac et les mesures des cylindres. Donc, on était sur une surface d'à peu près 10 mètres par 10 mètres lorsqu'on prélevait nos quadrats d'un mètre ou nos trois rangs de 3 mètres là, pour les rendements. Merci beaucoup. La prochaine question, est-ce que le césium 137 se dégrade dans l'environnement, demi-vie? Et si oui, comment est-ce pris en compte? Oui, effectivement, comme tout radioisotope, le césium 137 se dégrade, se décompose naturellement. La demi-vie du césium 137 est de 30 ans. Donc, ça veut dire qu'après 30 ans, on a la moitié de la quantité initiale et après 60 ans, on a 25 de la quantité initiale. Donc, on a encore des quantités de césium présentes dans les sols qui sont faciles à mesurer, qui permettent de l'utiliser. Et on tient compte effectivement de cette dégradation naturelle-là dans les modèles d'interprétation pour traduire les variations de césium en termes de mouvement de sol. Merci beaucoup, M. Bernard. La prochaine question, d'où provient l'accumulation de sol? Ajout éolien? Point d'interrogation. Il peut y avoir plusieurs sources. Les ajouts éoliens, ça peut être une cause. On sait aussi que nos sols ont été brassés pas mal au Québec. On a eu toutes sortes de types de planches, des planches en fait, des planches rondes, des planches. On a réégalisé tout ça par la suite. Donc, nos sols ont été déplacés. Il peut arriver que suite à ces travaux mécanisés-là, on a des zones d'accumulation dans les champs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait des mesures de césium sur 55 cm de profondeur pour être sûr de capter tout l'inventaire de césium. Merci. Une autre question, je vois qu'on a quand même du temps, fait qu'on va en profiter pour poser le plus de questions possible. Alors, la prochaine question, c'est comment tenez-vous compte de champs qui ont été nivelés, donc avec des déplacements de sol? Ben, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Hein. Effectivement, les nivellements ont entraîné des déplacements de sol importants, puis ce qui fait qu'à certains endroits de champ, on retrouve peut-être moins de césium que les retombées, même en absence d'érosion, dû aux travaux mécanisés, puis à d'autres, on en retrouve plus. Donc, c'est pour ça qu'on a adapté notre stratégie d'échantillonnage en échantillonnant jusqu'à 55 cm. Est-ce que c'est la même que... Parce que là, la prochaine question, c'était pourquoi plus de pertes le long des clôtures? C'est-tu la même raison ou là, c'est d'autres choses? Ben, ça, on va devoir l'estimer. Hein. Je rappelle que les mesures de césium renseignent sur les pertes depuis 60 ans. Donc, aujourd'hui, on constate un état de situation dans les champs. Qu'est-ce qu'il y en était il y a 30 ans, il y a 40 ans? Puis, ben, au bord des clôtures, on laboure jusqu'au bord des clôtures de toute façon. Donc, mais c'est un aspect qu'on va devoir investiguer, là, voir à quelle distance des bordures de clôture les échantillons ont été pris, etc. Merci. Là, on a parlé tantôt de la demi-vie du césium 137, puis là, il y a quelqu'un qui demandait s'il peut être absorbé par les plantes. Il y a plusieurs, au début, quand les gens ont voulu étudier ce radioisotope-là, il y a des études qui ont été faites justement pour s'assurer que le césium n'était pas lessivé, n'était pas prélevé par les plantes. Puis ces études-là ont démontré, hors de tout doute, que les plantes prélèvent pas ou en quantité infinitésimale du césium 137 et qui n'est pas lessivé non plus.
Merci. Ben, je pense que ça répond à l'autre question qui demandait si la végétation pérenne aurait pu interférer sur la déposition du césium. Fait que je vais passer à l'autre question qui est le césium se fixe au sol, mais peut-il avoir tendance à être moins fixe sur un sable que sur une argile ou un loam? Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, le césium est retenu plus par les particules fines que par les particules sableuses, bien sûr. Maintenant, à moins d'avoir un sable pur, il y a toujours suffisamment d'argile dans le sol pour capter la totalité du césium qui est tombé avec les retombées. Ça aussi, ça a été validé, là. Il y a des gens qui ont appliqué des quantités de césium importantes au sol, beaucoup plus importantes que les retombées, puis ils se sont aperçus que la totalité avait été fixée par le sol. Merci. On a une petite question plus pour les sols organiques. On nous mentionne qu'on observait des pertes de 25 mm par année pendant les années 85-95. Elle dit donc, je crois qu'on a fait des gains. Veux-tu en faire un bout là-dessus, Marc-Olivier? Ou... Ben, comme tu l'as mentionné, on a Jean Caron et Sacha qui se spécialisent dans ce travail-là. Est-ce qu'on a fait des gains? Pourquoi on aurait fait des gains? Toi tes résultats sont en sol organique. Est-ce que tu as des résultats en sol organique dans tes Actuellement, résultats? on en a très peu. Ce qu'on peut dire, peut-être, oui, qu'on a fait des gains. C'est vrai que maintenant, il y a plusieurs producteurs qui ont des chambres de contrôle, des systèmes de drainage. Donc, peut-être qu'on draine de façon moins intensive qu'on le fait dans le passé. Il n'empêche que les taux d'affaissement, de perte de matériel que j'ai présentés sont des mesures relativement récentes, puis qu'avec ces taux-là, on peut calculer que dans un intervalle de 30 à 70 ans, ces sols-là ne seraient plus exploitables. Donc, il y a quand même si on a peut-être eu une amélioration, il y a quand même une problématique qui demeure. Bien, merci. Je vais vous poser une dernière question. On a eu plusieurs en rafale. Alors, est-ce que les échantillons de sol sont ou seront gardés pour des recherches parallèles ou futures? Là, elle dit exemple associé à une analyse du microbiote du sol en lien avec la présente étude. Effectivement, on a, comme vous semblez le mentionner, il y a effectivement une étude du microbiote en cours en ce moment. Par l'équipe de Richard Hogg. Il y a eu un financement pour 35, je crois, des séries de sol sur les 71 qui ont été échantillonnées. Il y en a 35 qui vont être caractérisés au niveau de la fonctionnalité et de la spéciation du microbiote. Mais aussi, nous gardons du sol sec, 500-600 grammes qui a été gardé en stock. Ça prend quand même de l'espace dans nos tiroirs. Pour réaliser effectivement toutes sortes d'autres analyses et des méthodes aussi, va aller essayer des méthodes indirectes, là, l'infrarouge, proche, moyen infrarouge, LIVS ou nommez-les, toutes les techniques disponibles pour paramétrer ou calibrer avec un échantillon des sols les plus représentatifs qu'on a en main en ce moment pour le Québec, là, de calibrer ces types de machines-là. Donc oui, toutes les options sont ouvertes, malgré que le stock de sol, la quantité de sol soit limitée. Là, on va essayer d'optimiser ces prochaines analyses-là.